Hello les trailers, j'espère que ça va pour vous, en tout cas pour moi nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis à Vauglan, en Savoie, pour participer au trail Nivolet-Revard. Alors pour les fidèles de cette chaîne, Vauglan et ce trail du Nivolet-Revard, c'est situé à 2 pas du lac du Bourget et donc du grand trail du lac que j'ai couru en octobre, seul trail à ce jour où j'ai abandonné. Donc petit trauma et bon, je l'ai dit, mais il y aura un jour une revanche à prendre sur ce trail là. Pour l'heure, je suis concentré sur la course de demain, 55 km et 2860 D+ annoncés, du côté du Nivolet et du Revard donc, qui appartiennent aux Alpes, puisqu'on sera à l'extrémité ouest du massif des Bauges, juste au-dessus de Chambéry. 3 autres distances possibles, la course du Malpassant et ses 27 km, la Vauglanaise et ses 14 km, ou les 6 km du Speed Trail, auquel vient s'ajouter une marche festive de 10 km. Le départ de la grande course est demain à 7h45. Là, cet après-midi, on récupère le dossard, et puis on dort sur place ce soir pour être plus tranquille demain. Et voilà, je détiens le numéro 643 sur cette course pour 650 inscrits. Pas étonnant puisqu'on s'est pris vraiment au tout dernier moment. On cherchait un trail de prépa d'une 50aine de kilomètres pour le Saint-Jacques, qui est maintenant dans moins d'1 mois. J'avais déjà entendu parler plusieurs fois du Nivolet-Revard, c'était un trail qui me tentait bien, mais je pensais qu'il n'y aurait plus aucune place. Puis finalement, en regardant un peu par dépit, il s'est avéré que les organisateurs, que je remercie, ont rajouté une 50aine de places. Donc on a sauté sur l'occasion, sans trop réfléchir, et nous voilà ici aujourd'hui. Le trail Nivolet-Revard, c'est un profil auquel je suis moins habitué, avec des longues montées et longues descentes très raides. Ça va bien piquer, et c'est très différent de ce qui m'attend au Saint-Jacques. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce que j'ai besoin de travailler pour progresser, et les pentes de ces jolies montagnes vont, je l'espère, bien m'y aider. Ça sera aussi l'occasion de tester de nouvelles choses, mais ça je vous en parlerai pendant la course. Et puis surtout d'évaluer ma forme physique après mon premier gros bloc d'entraînement pour l'Ultra Trail du Saint-Jacques, avant de réenchaîner sur 3 grosses semaines d'ici l'échéance. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse comme d'hab avec un petit speech de 5 minutes au cours duquel j'évoque un nouveau sujet en lien avec le climat. Et puis je vous retrouve demain pour le départ de la course. Alors au sein de cette vidéo, j'entame une petite série au cours de laquelle je vais essayer dans cette vidéo et les prochaines de revenir sur les principales idées reçues ou questionnements qui reviennent le plus souvent dans la bouche des personnes mal informées au sujet du climat et du réchauffement climatique, ou bien dans celle des climato-sceptiques. Ça paraîtra peut-être parfois basique à certains d'entre vous, mais il faut pas oublier que ça ne l'est pas pour tout le monde. On n'a malheureusement pas tous les mêmes connaissances, la même éducation, le même éveil, la même conscience vis-à-vis de ce sujet qu'est l'urgence climatique, et je pense que c'est parfois nécessaire de revenir sur certaines bases. Pour aujourd'hui, on va se focaliser sur un premier type de phrase souvent martelée par les personnes mal informées sur le climat ou tout simplement climato-sceptiques, et je suis sûr que vous en avez déjà entendu au moins une. Ce sont les phrases du genre « Ouais, on nous parle de réchauffement climatique, mais t'as vu comme ça caille dehors ?» Ou encore « Comment tu veux qu'ils prévoient le temps dans 20 ans alors qu'ils sont déjà pas capables de nous dire quel temps il va faire la semaine prochaine ?» Les Météo France sont pas fichus de nous donner le temps dans 10 jours. Alors, je sais pas comment ils arrivent à nous donner le temps dans 80 ans. Bref, passons. Non. Je pense que vous avez compris l'idée. On parle ici de personnes qui font preuve d'une grosse confusion entre météo et climat. Que celles-ci prononcent ces mots par facilité ou dans le cadre d'une rhétorique bien précise, qu'elles y croient véritablement ou non. Je vous propose de démonter cet argument en commençant par définir ces deux termes. La météo d'abord, qui vient de météorologie, c'est une science qui étudie la dynamique et les phénomènes dans l'atmosphère en fonction de certains paramètres. Ces phénomènes, ce sont par exemple les nuages, la pluie, le vent, et les paramètres, ce sont la température, la pression ou encore l'humidité. Ceci permet de prévoir, grâce à des modèles mathématiques, le temps qu'il va faire dans les prochaines minutes, prochaines heures ou prochains jours à un endroit donné, mais ces prévisions ne sont valables que quelques temps, 10 à 15 jours environ,
puisque les conditions atmosphériques changent et que l'état de l'atmosphère à venir dépend de l'état initial de celui-ci. Le climat, lui, correspond à l'état moyen de l'atmosphère et décrit la distribution, les variations de ces paramètres évoqués précédemment, donc température, précipitation, pression atmosphérique, vitesse du vent, etc., dans une région donnée sur une période donnée. Sans rentrer dans le détail que je maîtrise de toute façon pas, il s'agit ici de mesures statistiques auxquelles vient s'ajouter la prise en compte de la récurrence de ces variations, ainsi que les événements climatiques extrêmes. La science de l'étude du climat et la climatologie. Pour récapituler, la différence majeure entre les deux, c'est l'échelle de temps. De l'ordre du jour, de la semaine pour la météo, à la décennie, le siècle, le millier, voire le million d'années pour le climat. Moi, personnellement, pour simplifier grossièrement dans ma tête, je vois le climat d'un lieu donné sur une période donnée comme la moyenne de la succession de toutes les météos en ce lieu donné sur cette période. Après avoir expliqué tout ça, on comprend bien que la variation d'un ou de plusieurs paramètres pour la météo ou pour le climat n'a pas les mêmes conséquences. Si je prends l'exemple de la température, qui est le paramètre qui revient le plus lorsque l'on parle de réchauffement climatique, imaginons un instant une variation de la météo avec une hausse de quelques degrés dans une même journée chez chacun de nous dans nos régions respectives. Rien d'exceptionnel, ça arrive assez souvent, ça n'implique pas de grands changements, hormis sur nos ressentis, comment on va s'habiller, on va enlever une couche, on va transpirer un petit peu plus, mais voilà, pas de changement à grande échelle, pas de changement systémique au niveau de la faune, de la flore, de la nature et de tout ce qui nous entoure. Si l'on prend le même exemple pour le climat maintenant, je vous rappelle quand même qu'on se bat actuellement pour limiter la hausse des températures à la fin du siècle à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Bon, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais il semblerait, d'après le GIEC et les spécialistes du sujet, que cet objectif ne soit déjà plus atteignable, et même qu'on dépasse ce seuil d'ici 2035. Mais bon, pour autant, le prochain objectif, c'est pas plus de degrés, c'est bien plus 1,51 degrés. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous mets ici une infographie bon pote, décrivant les conséquences d'une élévation de la température climatique de plus 1,5, plus 2 et plus 3 degrés. Je vais pas tout décrire, donc n'hésitez pas à faire pause, mais on voit bien que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Celles-ci sont beaucoup plus impactantes sur notre qualité de vie et celle des espèces peuplant notre planète, avec une multiplication des vagues de chaleur, de sécheresse, une hausse du niveau et de la température des océans, un accroissement de la gravité des tempêtes, une immense disparition de la biodiversité, des pénuries alimentaires, l'augmentation de la pauvreté, des risques de maladies, d'épidémies, de pandémies, sans compter les déplacements de millions de réfugiés climatiques ayant tout perdu. La finalité de tout ça est toujours la même, une destruction du vivant, des morts et de la souffrance à n'en plus finir. Et c'est logique que les conséquences soient ici beaucoup plus importantes qu'avec un simple changement de météo, puisqu'on parle de changements de température moyenne sur plusieurs dizaines d'années, même si ce ne sont que de quelques degrés. Pour donner un exemple que je trouve particulièrement parlant, pour retrouver des températures moyennes de 5 degrés inférieures à celles d'aujourd'hui, il faut remonter à 15-20 000 ans en arrière, lors de la dernière ère glaciaire à proximité du maximum glaciaire, donc la période au cours de laquelle le froid a atteint son ampleur maximale. Je vous laisse imaginer un monde à plus 5 degrés. On peut donc avoir des variations météorologiques avec des événements climatiques inhabituels pour la saison, par exemple très frais en été ou très chaud en hiver, sans que cela n'infirme ou ne confirme le réchauffement climatique. Ce qui importe, c'est la moyenne, la répétition, la tendance sur une période donnée. Et à ce petit jeu-là, nous sommes clairement mal barrés, puisque le mois d'avril que nous venons de passer était le premier parmi les 15 derniers à être dans les normales saisonnières. Tous les autres étaient assez largement au-dessus. D'autre part, il est important d'avoir en tête que pour un record de froid battu, nous battons environ une dizaine de records de chaleur. Tout n'est donc qu'une question de tendance sur le long terme, et pour schématiser tout ça, j'aime bien reprendre l'analogie de Valérie Masson-Delmotte, bon, un petit peu à ma sauce, hein. Imaginez un évier vide que vous commencez à remplir en ouvrant les robinets à fond. Le niveau de l'eau va commencer à s'élever tout doucement, et puis là, vous décidez de lâcher une pierre au milieu de l'évier. Ça va provoquer des petites vaguelettes qui vont venir faire des hauts et des bas sur le bord de l'évier, mais ça va rien changer au fait que le niveau de l'eau va continuer de monter et l'évier continue à se remplir. Et les vaguelettes, le niveau des vaguelettes sur le bord, ça correspond aux fluctuations météorologiques, tandis que le niveau de l'eau, qui continue de monter, correspond au climat et au réchauffement climatique. Pour ce qui est de la précision des prévisions météorologiques et climatiques, précises elles le sont, et de plus en plus d'ailleurs. Je me suis déjà pas mal étendu aujourd'hui, donc j'ai pas le temps de traiter ce sujet, mais j'espère le faire dans une prochaine vidéo, avec notamment le sujet des cycles climatiques aussi, qui est un argument beaucoup utilisé par les climato-sceptiques. En attendant, je vous laisse avec pas mal de sources en description, et puis même si c'est toujours un peu compliqué de switcher entre ces sujets très sérieux et le trail, je vous retrouve pour le départ de la course.
Approchez-vous. Ah, ils sont tous détendus. Autant vous êtes à l'heure, hein, bien vous. Allez, 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 allez. L'organisation et l'accueil ici, s'il vous plaît. Un maximum d'applaudissements. Pour leur dire merci pour ce qu'elles ont donné pour la course. Allez, un maximum, c'est pour vous les filles. Hey, est-ce que vous êtes prêts? Alors je compte sur vous hein, pour leur faire une haie d'honneur quand ils vont partir. Attention, on y est presque. Ah, avec Colonel Trotman. Allez, écartez-vous un petit peu, je vais jouer Moïse. Je voudrais vous voir un petit peu tous là. Les regards. Ah, c'est ça. Ah, j'adore tous vos sourires. Alors vous allez prendre un maximum de plaisir. Et faites-moi plaisir. Un bonjour, un merci à tous les bénévoles. Un petit chèque, juste pour leur dire qu'on a besoin d'eux tout au long des courses. Et ça fait 10, plus fort, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, 1 km 9. On a commencé par une première bosse là de 135 des plus. On redescend, on a un peu de descente plat jusqu'au début des choses sérieuses, à km 6. Premier ravito Pragondran, entre le kilomètre 9 et 11, je sais plus exactement. Et on voit déjà la croix du Nivolet qui est là-haut. Alors je sais pas ce que ça donne en caméra, mais c'est là-haut qu'on doit monter. Donc ça paraît quand même assez haut. C'est à peu près à 1550 en haut. Donc ça va faire de belles montées. Je pense que vous l'avez remarqué, j'emmène pour la première fois sur un trail des bâtons. Je me suis rendu compte sur les dernières courses que je perdais du temps, notamment dans les descentes très raides. Donc j'ai décidé de tester. J'ai testé en rando course la semaine dernière. J'ai trouvé que ça avait un apport incroyable au niveau économie d'énergie surtout. Donc voilà, j'ai décidé de les tester sur un trail aujourd'hui. Bon, on se rapproche tout doucement du mur. On est à Mairie là. Les gros pourcentages vont bientôt commencer. Merci. Allez, ça y est. On est dans le tout début des... Pardon, désolé. Première porte, costaud. Merci. Merci.
km 45 et 830 des plus environ. On est arrivé en haut de la première grosse côte. Allez, bravo. En haut du Malpassant. Ah, c'était dur. Oh là là. Même avec les bâtons, j'avais les mollets crampés. Allez bien. La vue sur Mont du Chat, Dent du Chat, lac du Bourget, Aix-les-Bains en fond, le Bourget du lac. Ah là là. Merci. Allez, premier ravito, Pragondran, 10 km 4. Allez, je pars du premier ravito. Donc Pragondran, je sais plus exactement comment ça s'orthographie, comment ça se dit. C'était dur là, cette première montée. J'en ai chié. Enfin, entre la GoPro, les bâtons. C'est compliqué, je me remêlais les pinceaux. Pas tout faire en fait. Puis là, au premier ravito, j'avais mes 2 gourdes Salomon qui étaient bloquées, j'arrivais plus à les ouvrir. Je passais bien 2-3 minutes à tenter de les débloquer. Enfin bref, chiant. Mais bon, je suis quand même dans les temps que je m'étais imaginé. Voilà, juste, je pense que je ressortirai les bâtons que pour le kilomètre vertical au kilomètre 17. Mais sinon ils vont rester dans le carquois. Là sur cette première montée, j'ai pas senti qu'il m'aidait tant que ça, contrairement à la semaine dernière. Et il m'encombrait plus qu'autre chose dans les mains. Allez, on a fait la première bosse, on redescend. Après un peu de bâtonnet. Jusqu'à Arboretum, château de Châterdon. Où il y aura la vraie grosse difficulté de la course. Super beau ici. On est dans les premières pentes du Cavé, direction la Croix du Nivolet. Ouais, on commence tout doucement là, je pense. Il y a beaucoup de secteurs avec une main courante sur cette course. Normal, on a souvent des petits balcons avec le vide à côté. On n'est pas du tout sur de la haute montagne, mais
C'est quand même très cool. Je passe à ta gauche aussi. Merci. Ça va? Ça va. Ouais, en plus je t'ai en vidéo, mais bon, je mettrai pas dans la vidéo. Ah, sympa. Ça va? Pas de gros bobo? Non, non, pas du tout, rien. Ah, c'est juste mon pied qui a tapé dans la... Putain, je crois que je porte malchance. T'es le deuxième que je filme à tomber comme ça aujourd'hui. C'est la caméra qui capte. C'est ça. Merci. Merci. Allez, on arrive au point d'eau. Juste du liquide ici. Château de Chaferdon, Arboretum, je crois. Allez, donc 18 km 8. On repart du ravito, enfin du point d'eau Arboretum. Donc pas loin du château de Chaferdon, comme je disais. On doit être sur le mont Penay là, je crois. Et je vais pas sortir les bâtons. En fait, je m'en sors mieux sans. Je suis plus à l'aise. On verra dans les gros pourcentages, mais là je suis mieux. J'étais beaucoup mieux dans ce début de seconde montée sans. Et là on attaque l'énorme montée. On va passer par le col de la Doria et jusqu'à la croix du Nivolet. Bon, on n'a pas loin de 1000 D+, hein, au total. Putain, comme à chaque course, je mets la première grosse montée à me réveiller. Et après, ça va beaucoup mieux. Les douleurs au mollet ont disparu. Je pense que c'est les cascades de la Doria, ça. Enfin, je suis bien dans cette seconde montée. C'est chier cette première où je me sens mal à chaque fois. Et après ça va nickel quoi. Merci. Allez, sous, allez, fuck, allez! Allez, on arrive au col de la Doria. Bon, il en reste encore de la montée là. Merci. Alors 502, 643, 602. Allez, bon courage, bonne montée au Nivolet. Merci. Allez, bah voilà un petit peloton. On doit plus être loin de la croix là.
Ah, il y a une superbe vue. Bon, finalement, vous l'avez vu, hein, j'ai ressorti les bâtons. Je m'en suis plutôt bien sorti dans cette deuxième ascension. Ouais, j'adore. Et voilà, on arrive à la croix, donc à peu près le point culminant de la course. Peut-être que le Revard sera légèrement plus haut, je ne sais plus. Même si je crois qu'on passe pas au sommet du Revard, juste au belvédère. Là on est aux alentours de 1540 mètres d'altitude et on a fait 2170 des plus. Donc il en reste 700 en gros d'ici la fin. Profiter un peu du point de vue quand même. Ouais, Chambéry. Ouais, donc cette fameuse croix, 19e siècle je crois, autour de 1860. Puis elle a été brisée par une tempête en 1909. Ils l'ont refaite. C'est à peu près tout ce que je sais à son sujet. Imposante quand même. Et là-bas c'est le lac du Bourget. Bourget du lac, Vauglan. Et on va aller jusqu'à là-bas, le Revard. Ouais, c'est parti. Merci. Allez, j'ai rangé les bâtons. Je m'en servirai plus d'ici la fin. Pour 700 des plus, ça sera avec les mains. Surtout que c'est bien réparti. Et ouais, je pense que dans cette deuxième montée, ils m'ont servi quand même. J'étais en rando course ici il y a 3 semaines. C'était complètement enneigé. Mais vraiment complètement. Et je suis content. J'ai eu le droit à une vue cette fois-ci. À un point de vue. Parce qu'il y a 3 semaines, brouillard. Rando course il y a 2 semaines, brouillard. La semaine dernière, brouillard. Donc ça fait plaisir. Puis niveau météo, c'est plusieurs fois que je vous parle de météo dans cette vidéo avec la partie écologie, mais il prévoyait de la pluie. Pour l'instant, ça fait combien de temps qu'on court? 3h45. Il doit être 11h30. Toujours pas une goutte. Donc ça c'est cool. Mais après ils annoncent des orages et du vent cet après-midi. Donc on va essayer d'arriver le plus tôt possible. C'est caillouteux ici. Merci. Je pense qu'on va pas tarder à arriver au deuxième ravito solide. C'est la Fécla. La Fécla, je crois que ça, c'est il y a des pistes de ski là-bas. Ça appartient à un domaine skiable ici, domaine du Revard, avec les chalets du Cire. Ouais, bravo, le Revard. Merci. Bravo. Courage. Merci. C'est-à-dire que je suis passé par là il y a 3 semaines, je reconnais rien sur la neige. Là c'est vraiment du vallonné mais technique. Donc on n'a pas une grosse moyenne niveau allure. Mais ça va, je me sens bien, je cours bien. C'est déjà une satisfaction de ne pas être mort après le gros du D+, là. Je commence à se prendre des petites gouttes là. Ça va être moins drôle. Merci. Oh, pas tout le temps. Ça marche, merci. Putain, bah, je sais pas qui c'est lui, mais il est pas très beau. Wow. Technique à la descente. Je suis
content de la faire tant qu'il n'a pas encore trop plu. Bonjour, merci. Et là quand ça se court bien, j'ai de bonnes jambes, ça c'est cool. C'est bien ça. Bon, il y a 30 bornes, hein, mais c'est bien. Merci. 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 Ah, il a fait quoi? Ouais. On peut pas l'éviter. Bravo. Merci. Bon allez, je repars de la FECLA, 29 km/3. Je suis un peu en retard sur ce que j'espérais faire. J'aurais bien aimé faire 7 heures à la fin. J'ai un peu plus de 10 minutes de retard. Bon, c'est pas grave. Ouais, il commence à faire moins beau, du vent, un peu frisquet. Ça va être un peu moins sympa là, je pense. Ça devient relou là le temps. Mentalement faut avoir envie quand ça tourne à cette météo là. En altitude il fait pas super froid mais il fait pas non plus super chaud. On est trempé avec la pluie et reste 20 bornes, 2h, 2h30 là je pense, plutôt 2h30 que 2h. Ouais, faut avoir envie. Belvédère du Revard doit être dans 2 ou 3 km là. Et après c'est très longue descente jusqu'au prochain ravito vers le km 44. Et j'ai retrouvé le brouillard. Plutôt il m'a retrouvé. C'était trop beau pour être vrai. Gauche entre les balises. Merci. Alors faut vite redescendre là. C'est vraiment pas agréable. Bon c'est peut-être le belvédère mais on va pas voir grand chose. Je vais pas m'arrêter pour la vue. C'est le belvédère là? Ok, merci. Bon bah voilà. Belvédère du Revard. Et bah c'est con, faudra revenir. Allez, bravo, c'est la descente là. Merci. Allez, on s'engage dans la big descente. Je vais essayer de faire attention, pas glisser, pas me faire mal. La petite remontée quand même. Il pleut tellement que ça a déchiré mon dossard. Il tient parce que il est collé quoi.
Alors là, je vais être très prudent avec les cailloux qui glissent. Pas envie de me défoncer. Putain, ces roches, elles sont vraiment hyper glissantes. Ah, et en commençant à redescendre un peu, on recommence à y voir un petit peu plus clair. C'est agréable. Allez, 40 km. Il en reste une quinzaine. Quasi plus que des plus, on va dire 200. Bon, malgré la pluie, cette descente se court plutôt bien. En fait, elle est pas trop pentue. Beaucoup moins que ce qu'on a grimpé tout à l'heure. Donc ça va, ça passe. Enfin, au moment où je dis ça, voilà. Mais bon, la plupart se courent très bien, quoi. Merci. Ouais, troisième ravitaillement. Mertens, je sais plus. Plus de cerveau, plus de mémoire, plus de prononciation à cette heure-ci. Allez, j'ai quitté le dernier ravito. Il doit rester 11-12 km. J'ai fait une belle descente. J'ai mal aux jambes, mais ça va encore. Ça, c'est quand même mieux que quand on était en haut sous la pluie là. C'est toujours le même schéma qui se répète. Début de course très compliqué. Fin de course hallucinante en doublant tout le monde, quoi. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Allez, on est dans les dernières petites montées. Il reste quand même au moins 10 km et demi là. Putain, il tient plus du tout mon dossard. J'ai pas envie de m'arrêter pour le remettre. Pas la GoPro, t'inquiète. « 48 km. Ils sont longs ces derniers kilomètres de forêt là. C'est très vallonné, ça monte, ça descend. On a déjà dépassé les 2860 D+ annoncés. Et il reste au moins une montée de 100 D+ à la fin. Les kilomètres passent lentement du coup. C'est dur là. Mais ça court. Merci. On est de retour à Mairie. Il y a un dernier petit ravito surprise, mais je m'arrête pas. Merci. Allez, c'est le moment de lâcher les chevaux. Il reste 6 km 2 selon la montre. Il y a juste une remontée à la fin. Allez, on est de retour sur les chemins du début. Allez, il reste un peu moins de 5 km. C'est bien, là sur le plat, j'ai réussi à tenir une allure de 4,34-35 comme à la fin de mon marathon. La remontée va être difficile, mais il reste tellement plus rien là que le mental. Ah, les enfoirés, ils ont rajouté une boucle avec une bonne grosse pente. Allez, dernière descente, il reste 1,6 km. Je réfléchis plus là. Le troisième garçon à la première ligne, s'il vous plaît. Voilà. On va faire un show. Bien joué. Bienvenue, bienvenue, messieurs. Ouais.
Ouais. Bravo, bravo. Solide. Ah, fini. Hey, hey. Bravo, vous. Bon, je suis arrivé il y a allez, une demi-heure je dirais maintenant. Je vais à la voiture pour me changer parce que je suis trempé. Enfin c'est la première fois que ça m'arrive, un dossard qui tient pas et qui se déchire parce que trop détrempé quoi. Bon, je vous fais le débrief. Un trail que j'ai trouvé vraiment très dur, mais en même temps on se rapproche des trails de montagne quand même, 55 km et j'ai 3000 D+ au final à la fin, un peu plus de 55 km. Donc c'est encore une fois un bon rapport distance dénivelé. Je sais pas pourquoi je coince comme ça au début à chaque fois. Première montée c'était vraiment un calvaire quoi. Et puis derrière, alors j'ai pas regardé exactement tous les segments de course avec les classements à chaque fois. Je termine 129e et je crois que je gagne plus de 80 places après la première montée. C'était pareil sur le trail, le Saint-Just Trail il y a 2 semaines. Pourtant je me suis échauffé, hein. Enfin, je sais pas pourquoi mon corps est si lent à se mettre en route. Puis je suis pas parti spécialement vite, hein. Enfin, la preuve, j'avais énormément de jus sur la fin pour gagner beaucoup de place quoi. J'ai fait une fin de course vraiment très rapide. Une descente, la grosse descente que j'ai vraiment bien maîtrisée alors que c'est pas mon point fort. Donc je suis content. 129e, bon j'aurais bien aimé faire top 100 mais il y a vraiment du bon niveau ici. Il y avait Aurélien Dunampalaz notamment sur cette course, je crois qu'il a même pas gagné, il a fini 2e derrière Théo Détienne. Et les mecs, enfin rien que le premier point, moi je passe en 1h23 je crois, eux ils étaient en dessous d'1 heure. C'est hallucinant. C'est hallucinant le niveau de ces mecs. Donc hormis la météo qui était un peu capricieuse sur les 3-4 dernières heures, c'était un super trail. Juste déçu de ne pas avoir eu de point de vue au niveau du revers. Mais bon, on va se contenter de celui du Nivolet. Ce trail, il est organisé notamment par Hugo Ferrari, hein, je pense que vous connaissez. Un élite qui est relativement connu dans le monde du trail, de par sa personnalité atypique, le duc de Savoie. Et ouais, donc comme je disais, c'est un très beau trail qu'ils font ici. J'aime beaucoup le côté, et je suis obligé d'en parler, le côté éco-responsable qu'ils ont mis en place. Il y a au ravito de quoi trier tous les déchets, poubelles jaunes, poubelles normales, et même de quoi mettre les pelures d'orange, de banane pour faire du compost. Franchement ça coûte rien et c'est super de mettre ça en place. Balisage éco-responsable, puis ils ont même sur leur site un petit sous-menu engagement éco-responsable. Enfin c'est bien de voir ça dans le trail. On avait le choix pour le cadeau de prendre un t-shirt ou non, ça aussi je trouve ça super. On avait le choix entre bière ou t-shirt. Pour moi, mon ressenti, ma performance, hormis ce début de course, je suis content, hein, je suis satisfait de ma course. J'ai eu une douleur quand même pendant un bon moment. Je dirais à partir du 15e, c'est arrivé assez tôt, une bonne grosse douleur à l'aine. Donc je vais prendre du repos je pense cette semaine, pas trop courir, peut-être que en endurance. Et puis voilà, dans moins d'un mois maintenant c'est l'Ultra Trail du Saint-Jacques. C'est le gros objectif de cette première moitié de saison. Donc va falloir s'entraîner mais va pas non plus falloir arriver blessé. Alors je vais regarder un petit peu tout ça pour essayer d'arriver le mieux préparé possible. Bon, je vous dis à bientôt. Le prochain trail, ça sera l'Ultra Trail du Saint-Jacques, hein. J'en ferai pas d'autres d'ici là. Et puis n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à vous abonner, à mettre un j'aime ou un petit commentaire. Ça permet à la vidéo d'être vue un petit peu plus. Et puis moi tout simplement ça me fait plaisir. Et voilà. Allez, à bientôt. Brièvement avant de vous laisser, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de 2 choses. Premièrement, mon retour sur les bâtons. J'en ai parlé un peu pendant la course mais j'ai pas fait de retour complet.
Comme j'ai dit, sur la première montée, j'ai vraiment eu l'impression qu'il me gênait plus qu'autre chose, mais notamment parce que je suis pas habitué à switcher entre la GoPro, les bâtons. J'avais l'impression de ralentir et de gêner les gens derrière dès que j'utilisais plus les bâtons pour prendre la GoPro. Enfin, c'était un petit peu pénible. En plus, je me sentais pas bien, donc enfin pas bien physiquement. Voilà, j'ai peut-être assimilé ça au bâton. Finalement, je les ai pris quand même dans la deuxième grosse ascension. Et là, j'ai eu l'impression qu'ils m'ont été utiles, mais pareil, est-ce que c'était parce que j'étais un peu plus transcendé par le fait que j'étais bien, ou est-ce qu'ils m'ont vraiment aidé niveau économie d'énergie? Je sais pas vraiment, il faudra que j'essaye davantage, peut-être sur d'autres courses, pour savoir. Pour l'Ultra du Saint-Jacques, je sais pas si je les prendrai, parce que c'est quand même un profil très roulant, mais ça peut quand même être utile en fin de course quand les gens me tiennent plus, donc voilà, je verrai. Et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, je vous avais dit en début de vidéo que je testerais plusieurs choses sur cette course. Au final, je vous ai parlé que des bâtons, mais j'avais apporté plein de types de nutrition, de marques différentes avec moi. Alors je tiens pas à mettre plus certaines marques en avant que d'autres. De toute façon, c'est pas avec 630 abonnés que ça va servir à quoi que ce soit pour ces marques. Mais voilà, j'avais pris du Tas, donc électrolyte, gel, Morten, pareil, Aptonia, dont j'ai l'habitude avec Decathlon, les compotes For Ultra aussi que j'utilise beaucoup. Enfin voilà, un petit mélange de plein de choses pour voir ce qui me correspondait le mieux, ce que je préférais prendre en course, et notamment sur un format plus long où on peut se dégoûter assez facilement de la bouffe. Et voilà, au final, je me rends compte que ce que j'ai l'habitude de prendre, donc c'est-à-dire les compotes For Ultra, les gels Aptonia et les compotes Aptonia, c'est ce qui me convient le mieux, quoi, parce que c'est des goûts que je connais, et voilà. Il faudra que je teste un petit peu plus, pareil, dans les prochaines sorties pour l'Ultra du Saint-Jacques. Mais je vous ferai peut-être une vidéo spécifique à ce sujet-là pour mon organisation. Enfin bon, voilà. Cette fois-ci, je vous dis à dans un mois à peu près, peut-être un petit peu plus, pour la vidéo du Saint-Jacques.